Chantal de Guerre, de son vrai nom, voit le jour le 10 juin 1942 dans une plantation près de Saïgon, en Indochine française, au sein d'une famille modeste, imprégnée des contrastes coloniaux. Son père, originaire des Vosges, y exerce un emploi administratif dans l'administration française, tandis que sa mère, d'ascendance vietnamienne, veille sur le foyer avec une tendresse imprégnée des traditions locales. La maison familiale, nichée au milieu de rizières verdoyantes et de cocotiers ondulants, résonne des bruits du marché voisin, cris des vendeurs de fruits, cliquetis des rickshaws et les mélodies lointaines des opéras traditionnels. Enfant unique, Chantal grandit entourée de nounous anamites qui lui chantent des comptines en vietnamien, éveillant en elle un amour précoce pour la musique. Les chansons étaient mon refuge dans cette bulle tropicale, confie-t-elle dans une rare évocation de ces années, soulignant comment ces airs populaires, mêlant douceur et mélancolie, ont nourri son imaginaire. L'Indochine des années 1940, marquée par la guerre et les tensions indépendantistes, impose cependant une instabilité croissante. À 5 ans, en 1947, la famille est contrainte à l'exil. Les troubles post-Seconde Guerre mondiale et la montée du Viet Minh rendent la région périlleuse. Le départ se fait dans l'urgence, par bateau depuis le port de Saïgon, sous un ciel plombé par la mousson. La traversée de l'océan Indien, cahoteuse et fiévreuse, laisse chez l'enfant un sentiment d'arrachement viscéral, avec pour seul compagnon un petit ukulélé offert par un oncle et les histoires murmurées par sa mère pour apaiser les nuits agitées. À l'arrivée à Marseille, la France métropolitaine apparaît comme un choc. Le froid hivernal des quais, les regards curieux des passants, et l'odeur de pain frais contrastant avec les épices d'Asie. La famille s'installe d'abord dans un modeste appartement du Vieux-Port, où le père cherche du travail dans l'administration post-coloniale. Chantal, traumatisée par la séparation d'avec ses nourrices et les jeux de cour sous les manguiers, se replie sur des spectacles improvisés avec des poupées en tissu, mimant les voyages perdus. Cette période d'adaptation, entre 1947 et 1952, forge chez elle une sensibilité à la perte, un thème récurrent dans ses œuvres ultérieures. Analysant ses fondations, on discerne comment l'exil n'a pas seulement déplacé un corps, mais fracturé une identité hybride, franco-vietnamienne, nourrie de dualités culturelles qui imprégneront sa voix, à la fois espiègle et nostalgique. À 12 ans, installée à Paris dans un quartier ouvrier de la banlieue, elle intègre une école laïque où les cours de gymnastique deviennent prétexte à des chorégraphies secrètes, prémices d'une vocation scénique. Ces années d'enfance déracinée, loin des parfums de jasmin, posent les bases d'une artiste qui transformera le deuil des origines en enchantement partagé. Adolescente, Chantal de Guerre s'émancipe par l'art, entrant dans le tourbillon des années 1960 parisiennes, où la nouvelle vague et le twist redessinent les contours de la culture jeune. À 16 ans, en 1958, elle auditionne pour un rôle mineur dans un court-métrage expérimental, repéré par un assistant de Roger Vadim lors d'une séance de casting au Café de Flore. Son premier film, Les Dragueurs, en 1959, la voit incarner une étudiante effrontée aux côtés de Brigitte Bardot dans une comédie légère qui capture l'insouciance d'une génération post-guerre. Les plateaux de tournage, imprégnés d'odeurs de pellicule et de tabac, deviennent son univers. Elle enchaîne les essais, affinant un jeu naturel teinté d'exotisme indochinois. La caméra m'a libéré des chaînes de l'exil, note-t-elle rétrospectivement, évoquant comment ces rôles éphémères lui ont permis de reconstruire une identité fragmentée.
La décennie s'emballe avec des apparitions dans Vive les bacheliers et surtout Masculin-féminin de Jean-Luc Godard en 1966, où elle joue une jeune femme moderne, cigarette au bec, dans les rues grises de Saint-Germain-des-Prés. Ses collaborations avec les pontes de la nouvelle vague, Godard, Vadim, la propulsent au rang d'icône yé-yé, un mouvement hybride de pop anglaise et de chansons françaises. Signée chez Philips Records en 1963, elle sort son premier 45 tours. C'est moi ou c'est toi? Un tube effervescent qui grimpe dans les hit-parades, porté par des refrains dansants et des paroles espiègles. Les tournées en cabaret, de l'Olympia aux provinces, l'exposent à un public adolescent en transe, mais aussi aux rigueurs du métier. Nuits blanches en train, voix éraillée par les applaudissements. Analysant cette phase, on observe une trajectoire fulgurante mais précaire. La yé-yé girl, symbole de liberté, masque une quête d'ancrage, avec des chansons comme « Pardonne-moi » qui trahissent une vulnérabilité sous-jacente. En 1964, lors d'une émission de variété, elle rencontre Jean-Jacques Debout, compositeur charismatique aux mélodies ciselées, qui perçoit en elle plus qu'une idole éphémère. Leur alchimie artistique s'ébauche sur un plateau télévisé, où il lui propose une chanson inédite, marquant le début d'une collaboration fructueuse. Ces débuts, entre effervescence créative et fragilité existentielle, transforment l'exilé en étoile montante, posant les jalons d'une carrière qui oscillera entre glamour adulte et tendresse infantile. Le mariage de Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, célébré le 25 février 1966 à la mairie du 17e arrondissement de Paris, scelle non seulement une alliance personnelle, mais aussi un partenariat créatif indissociable. Rencontrés 2 ans plus tôt lors d'une répétition télévisée, ils partagent une vision commune. Marier textes poétiques et mélodies accessibles, loin des excès. Yé-yé. La cérémonie, sobre et entourée d'amis du milieu, se déroule sous un ciel printanier, avec pour témoins des musiciens de session. Immédiatement après, naît leur premier enfant, Jean-Paul, en juillet 1966, suivi de Clarisse en 1967, transformant leur appartement haussmannien du boulevard Pereire en cocon familial imprégné d'accords de guitare. Chantal, désormais Goya par adoption artistique, équilibre maternité naissante et enregistrement, les biberons côtoient les micros, tandis que Jean-Jacques compose à la table à Langeais. L'amour nous a donné des ailes et les enfants des racines, résume-t-elle dans une lettre manuscrite conservée par la famille, illustrant comment cette union a stabilisé son existence nomade. Les premières années conjugales sont marquées par une effervescence domestique. Dîners improvisés avec des artistes comme Sheila ou Johnny Hallyday, et des promenades au bois de Boulogne, où les bambins trottinent au rythme de comptines naissantes. Analysant ce chapitre, on perçoit un équilibre précaire. Le couple soudé par une complémentarité, elle l'interprète charismatique, lui le maître des cordes, affronte les aléas du show business, avec des contrats fluctuants et des tournées provinciales. Jean-Paul et Clarisse grandissent dans cet univers hybride, initiés tôt aux planches. Le fils, curieux de guitare, gratte ses premiers accords à 8 ans. La fille, imaginative, invente des chorégraphies pour les disques familiaux. Pourtant les ombres planent déjà. La pression de la célébrité naissante isole le foyer, et Chantal, rongée par l'éloignement de ses origines, puise dans la musique un exutoire. En 1975, alors qu'elle fête ses 33 ans, une ombre s'étend, la maladie de sa mère, diagnostiquée d'un cancer foudroyant, impose des allers-retours entre hôpitaux parisiens et le chevet familial. Ces visites, imprégnées d'odeurs d'antiseptiques et de regrets inavoués,
ravive le trauma de l'exil. Le décès, survenu en 1977, laisse un vide béant que Chantal comble par une créativité accrue, transformant le deuil en fuel pour des chansons consolatrices. Ce foyer, bâti sur l'amour et l'art, révèle ainsi ses fissures précoces, où la joie parentale se heurte aux assauts de la vie. Les années 1970 marquent la réinvention de Chantal Goya, sous l'égide de Jean-Jacques Debout, qui orchestre sa transition vers un répertoire dédié à l'enfance, propulsant le couple au zénith d'une niche culturelle inattendue. En 1974, le 45 tours, oui mais, non madame, pose les bases. Une fable espiègle sur l'inventivité juvénile, chantée d'une voix cristalline qui séduit radios et cours de récré. Debout, maître d'œuvre, conçoit des spectacles immersifs, costumes bigarrés, décors de carton-pâte, évoquant des royaumes enchantés, et des refrains participatifs qui transforment les salles en chorales géantes. Nous avons créé un monde où les peines d'adultes s'évaporent, explique-t-il dans une archive radiophonique, soulignant l'alchimie qui fait de Chantal une fée bienveillante. L'Olympia en 1977 consacre cette mue. Devant 10 000 spectateurs sur 3 soirs, elle déploie les bonbons de la chance. Un show où marionnettes et ballons fusent, générant des ventes records de disques, plus d'1 million d'exemplaires. Les enfants, rois de la soirée, scandent « Pandy Pandy », le panda malicieux imaginé par Debout, tandis que les parents, conquis, achètent merchandising à tour de bras. Analysant cette ascension, on discerne une stratégie géniale. Dans une France post-68, assoiffée de légèreté, Goya comble un vide affectif, ses mélodies thérapeutiques apaisant les angoisses sociétales. Les années 1980 amplifient le phénomène. Les Bouffons de la Cour, en 1981, une comédie musicale théâtrale jouée à guichet fermé au Théâtre des Champs-Élysées. Puis Le Lala des Lutins, en 1985, avec ses elfes virevoltants et ses tubes accrocheurs. Chantal, quadragénaire rayonnante, endosse le rôle de marraine universelle, tournant en province pour des publics ruraux oubliés. Le foyer s'enrichit. Jean-Paul, adolescent, assiste aux répétitions, apprenant la scène. Clarisse, rêveuse, dessine les costumes futurs. Pourtant, la gloire creuse des abîmes. L'épuisement des tournées, sans dates annuelles, mine sa santé et le décès de sa mère en 1977, encore frais, infuse une mélancolie sous-jacente dans les textes, comme dans « Si tu veux faire des rêves », un hymne à la persévérance masquant des larmes contenues. Ces sommets, entre extase collective et usure intime, forgeant une icône durable, où la joie scénique transcende les tourments privés. Au fil des années 1980 et 1990, les succès enfantins de Chantal Goya se heurtent à une série d'épreuves physiques et affectives qui fissurent l'harmonie du couple Debout-Goya, révélant la fragilité derrière le masque enchanté. En 1986, une chute anodine lors d'une répétition à Lyon, glissade sur un tapis mal fixé, entraîne une fracture du poignet, immobilisant l'artiste pour 6 mois. Plâtrée jusqu'à l'épaule, elle réapprend les gestes quotidiens, des accords de piano au câlin avec Clarisse, alors adolescente en pleine rébellion. Le corps trahit quand l'esprit danse. Commente-t-elle sobrement dans un journal intime, exhumé par la famille, soulignant comment cette immobilité forcée ravive le souvenir de l'exil, cette perte de mobilité primordiale. Le rétablissement, laborieux avec kinésithérapie intensive, l'oblige à annuler une tournée européenne, impactant financièrement le foyer déjà fragilisé par les coûts de ce spectacle. Analysant cet incident, on y voit le premier craquement d'une machine bien huilée. La dépendance à la scène, source de vie,
devient vecteur de vulnérabilité. Les années 1990 apportent leur lot de deuil. En 1992, la mort, soudaine d'un proche collaborateur, le metteur en scène des Bouffons, laisse un vide créatif, tandis que des rumeurs de tension conjugale, dues à l'éloignement des tournées, circulent dans la presse people. Puis en 2011, à 69 ans, une nouvelle chute dans une rue parisienne. Un trottoir irrégulier la projette au sol, causant une fracture du fémur et une hospitalisation prolongée à l'Hôtel-Dieu. Un vol plané ridicule, ironise-t-elle lors d'une visite de Jean-Jacques, mais les semaines alitées, entre perfusions et visites des enfants, confrontent le couple à l'inéluctable vieillissement. Jean-Paul, marié et père, veille avec Clarisse, qui sacrifie un rôle théâtral pour être au chevet. Ces accidents cumulés imposent des adaptations, prothèses auditives en 1995, suite à une surdité progressive due aux décibels des concerts. Plus profondément, en 2021, la révélation du cancer de la prostate de Jean-Jacques ébranle l'équilibre. Diagnostiqué à un stade avancé, il subit chimiothérapie et chirurgie, Chantal veillant nuit et jour, inversant les rôles dans leur duo fusionnel. J'ai vu l'homme de ma vie se faner, et cela m'a brisé plus que n'importe quel plâtre, avoue-t-elle dans une confidence à un proche. Ses chagrins, physiques et familiaux, testent la résilience du partenariat, transformant l'idylle en alliance forgée au feu des épreuves. Entrant dans la soixantaine, Chantal Goya affronte les assauts de l'âge avec une dignité stoïque. Mais les années 2010 et 2020 accumulent des pertes qui assombrissent son crépuscule, entre deuil collectif et désarroi domestique. En 2018, le décès de sa belle-mère, figure tutélaire du foyer, inaugure une série de deuils. En 2022, 2 disparitions rapprochées frappent un cousin vietnamien, lien vivant à ses origines, et une amie chorégraphe des spectacles enfantins, plongeant la chanteuse dans une mélancolie qu'elle combat par des hommages chantés lors de galas mémoriels. Chaque adieu est un couplet effacé d'une chanson inachevée, médite-t-elle dans une lettre à Clarisse, révélant comment ces absences ravivent le trauma maternel de 1977. L'usure physique s'intensifie. Arthrose au genou en 2015, nécessitant une prothèse, réduit les tournées à des formats intimistes, comme Chantal Goya en vrai en 2019, un récital acoustique au Théâtre du Châtelet. Jean-Jacques, affaibli par son cancer en rémission, compose moins, déléguant à Jean-Paul la production des disques. Analysant cette phase, on mesure l'inversion des rôles. La fée des enfants devient dépendante, ses enfants inversant la filiation pour la soutenir. La pandémie de 2020 isole le couple dans leur pavillon de Rueil-Malmaison, où les appels Zoom avec les petits-enfants palinent la solitude. Puis en 2025, un coup dur financier. L'incendie accidentel de leur résidence secondaire en Normandie, couverte d'assurances insuffisantes, les laisse sans toit, de repli. Chantal s'évacuait en robe de chambre, atterrit à l'hôpital pour un choc post-traumatique, soigné par sédatifs et visite de Clarisse. Perdre un foyer, c'est comme égarer son enfance une seconde fois, confie-t-elle à un soignant, écho à l'exil de 1947. Ces ombres, deuil, déclin physique, précarité matérielle, ne brisent pas l'artiste. En 2023, elle sort Un air de famille, un album hommage aux disparus, avec des duos virtuels via IA. Jean-Paul et Clarisse Pilier ancrent la famille. Le fils gère les archives. La fille coécrit des textes thérapeutiques. Ces années avancées, marquées par des pertes cumulées, transforment la résilience en art de vivre, où la scène reste un phare dans la brume. Phare dans la brume. Phare dans la brume.